What's up, guys? Bienvenue au podcast, au Mangeur de Puck podcast numéro 19. On est presque rendu à 20, puis c'est notre avant-dernier podcast avant la fin de la saison 1. Aujourd'hui, on est avec le troisième choix au total, choisi par les Dracors de Bécomo dans la LHJMQ, Vincent Collard. Pour vrai, félicitations avant tout pour ton draft Merci LHJMQ. Merci Comment beaucoup, ça va aussi? Vraiment gentil. Puis ben c'est ça, fait que c'est sûr que une grande honneur d'être repêché en LHJMQ, troisième au Vraiment. total. Un grand merci d'avoir accepté notre proposition de venir au podcast avec nous. Ça fait vraiment plaisir. C'est sûr que je suis sûr, puis on en a parlé un peu avant, dans les derniers jours, tu dois être pas mal rempli, beaucoup d'activités de ton côté, c'est sûr. Ouais, la soirée du repêchage, directement après, il y a eu beaucoup d'entrevues pour la Ligue, puis pour les articles dans le journal le lendemain. Après ça, le lendemain, j'ai monté à Bécomo pour rencontrer tout le monde. Donc là aussi, j'ai été beaucoup occupé avec les journalistes de là-bas aussi. Puis là, hier, c'est revenu un peu plus tranquille. Puis là, aujourd'hui, je vous parle à vous, mais là, ça fait un peu plus à la normale. Ben, c'est ça, puis on va en parler plus en profondeur de ton draft après, mais pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui ne suivent pas la LHJMQ, te présenter un peu t'es qui, d'où tu viens, puis etc. Et ben, je m'appelle Vincent Collard, j'ai joué Midget 3 au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour les élites. Puis j'ai jamais été vraiment le meilleur joueur de la Ligue ou quoi que ce soit. C'est juste que je me suis amélioré à toutes les années. Puis c'est ce qui a fait en sorte que j'ai été repêché troisième au dernier repêchage, mais pas rien de plus, rien de particulier chez moi. Là. Mais écoute, il y a quelque chose de particulier, moi, je pense. Ta grandeur. Écoute, c'est 3. Écoute, un bon avantage pour moi. Je suis vraiment. Exactement. Ça me fait penser un peu à Anthony Manta, là, si on genre ta grandeur, là, je parle. Peut-être pas ton style de jeu. Mais écoute, explique-nous un peu ton style de jeu. Je suis vraiment curieux. T'es-tu quelqu'un qui plaque? T'es-tu quelqu'un qui. Étant plus jeune, quand j'étais Pee-Wee Bantam, j'étais moins à l'aise à plaquer. J'avais comme peur de blesser ou. Je me souviens, ma première game contact, j'avais plaqué quelqu'un, puis ça avait pris longtemps à se relever. Fait que depuis ce temps-là, je suis comme plus. Tu te sens un peu mal? Ouais, fait que là, depuis ce temps-là, je plaquais moins un peu, mais là, cette année, avec les joueurs de Jet 3, c'est des gars plus gros et plus matures physiquement. Fait que j'ai vraiment pu me remettre à jouer physique. Puis sinon, ta question, je pense que c'était plus mon style de jeu. Je suis pas vraiment comme Josh Anderson, par exemple, qui frappe tout ce qui bouge, même si je suis quand même assez gros. C'est surtout, je suis capable de m'adapter un peu tout. Là. Je suis capable j'ai quand même une bonne shot, fait que je peux être sniper. Après ça, je fais des belles pauses. Fait que ça va dépendre de ce que le coach va vouloir. Dépendamment de l'équipe qui t'arrête. Bon dans toutes les situations. Tu te considères comme un joueur polyvalent. Ouais, exact. Good, puis tu parles que t'es pas le meilleur joueur, mais même à ça, là, je vais te dire que 26 points en 24 matchs là, avec les espoirs Bantam en 2019-2020. Bon, on va pas se le cacher, c'est quand même pas rien non plus. Puis aussi, une autre petite question, là, justement, avant d'être draft LHJMQ, ton souvenir de ça, le Bantam 3A, puis du Midget Espoir, puis les élites de Jonquière, ça a été quoi tes meilleurs souvenirs de ces moments-là? Nous, maintenant, avec ce qu'ils ont fait, Pee-Wee Relève, Pee-Wee 3, c'est toujours le même groupe d'âge. Fait que, ça a été mes mêmes coéquipiers de Pee-Wee à Bantam à quelques joueurs après. Fait que c'était comme vraiment, Bantam l'an passé, c'était comme vraiment notre dernière année qu'on savait que après ça, on allait se séparer. Fait que c'était vraiment le fun. Puis on a vraiment profité. Puis notre coach, lui, il voulait vraiment nous préparer à la prochaine étape, comme on dit. Fait qu'il nous mettait dans des situations d'inconfort un peu plus. Mettons, moi, j'étais un joueur de centre, mais il me faisait jouer à l'aile. Ça a vraiment été bon pour nous tous. Puis on trouvait ça drôle. C'était comme... normalement, c'était toujours, mettons, moi, joueur de centre à un autre joueur. Puis là, c'était l'inverse. C'était lui qui était mon joueur de centre. Fait que, non, c'était vraiment... on a vraiment une belle gang. Puis mon plus beau souvenir, vu que ça a été avec la même gang tout le long, c'est vraiment gagner le tournoi Pee-Wee de Québec. Ça, c'est vraiment fort. Grandes félicitations. C'était vraiment incroyable. Ça, tu l'as gagné en... Attends, j'essaie de voir. Là. J'ai ma médaille là. C'était la 54e édition, je pense. Non. Mais attends, c'est ça que j'essaie de voir. Je vais checker. 59e.
59e. Ouais, Ça, édition du tournoi Pee-Wee, on avait gagné le tournoi, fait que c'était vraiment incroyable. Puis, ben, bravo justement pour ça, j'étais pas au courant de celle-là. Ben, c'est sûr que, tu sais, au fil que tu grandis, ça devient de plus en plus sérieux, mais c'est quand est-ce que tu as vu vraiment un gap, que c'est passé de amusement à compétitif sérieux, puis on pense à plus tard au courant de tes années. Lorsque les agents ont commencé à me contacter, je me souviens, mon premier agent, c'était Bantam Relève, il y a 2 ans. J'avais un agent qui m'avait texté, puis j'en revenais pas, j'étais comme... ça se peut, qu'est-ce que c'est ça, un agent? Mais moi, à cette époque-là, je croyais pas trop à ça, les agents. Je me disais que c'était pas vraiment nécessaire. Puis, tu sais, je me disais que ça restait encore un jeu à cet âge-là. Je trouvais ça vraiment trop jeune. Ouais. Puis, cette année, j'ai décidé d'être avec un agent. Je suis avec CAA. Puis là, c'est vraiment là que je me suis rendu compte que ça se pouvait. Puis, Ben, c'est quoi les bons points pour toi qui apportent un agent? Puis c'est quoi les différences entre quand t'en avais pas et quand t'en avais un? Ben, il y en a que la différence n'est pas grande, mais pour moi, la principale, c'est vraiment comme sentiment d'appartenance. Dans mon agent, j'étais avec Ethan Gauthier, qui était premier. Ouais. Après, Catafort, qui est 6e. Barry, qui est avec moi à Bécomo, qui était 18e. Puis plein d'autres. Je ne les nommerai pas toutes, mais c'est vraiment ça qui est hot. Je trouve qu'on a comme une gang. Puis aussi, nous donne vraiment tous les outils pour réussir. Pour les entraînements, puis ils nous conseillent, mais tu sais, ils nous mettent vraiment pas de pression, fait que c'est vraiment ça la plus grosse différence, là, avoir comme une petite gang d'agence, puis les conseils, puis les outils pour réussir. On a eu comme invité Nick Riopel, qui est agent de joueur, puis il dit que pour lui, sa valeur première, c'est que en tant qu'agent, il soit proche de ses joueurs. Est-ce que ton agent est proche de toi? Est-ce qu'il te parle souvent puis tout ça? Ouais, notre agent est vraiment très bon, puis vraiment très, très, très correct avec nous autres. On peut toujours l'appeler, puis si on a des questions, on lui fait un texto, on l'appelle, puis non, il est vraiment... Présent, il aide en temps. Puis est-ce que c'est important pour toi, la proximité de l'agent comme ça? Oui, moi, comme je l'ai dit, longtemps, je croyais pas à ça, puis je voulais pas d'argent, mais avec eux, j'ai vraiment senti qu'ils étaient là pour nous autres, puis c'était des... Ben c'est sûr, ça l'aide au quotidien, puis c'est ça, on va dire que t'as de mauvaises games, t'as un mauvais passage, ton agent qui t'appelle pour un peu te rassurer, calmer, je sais pas si ça t'est déjà arrivé à date, là. Non, parce que moi, j'ai vraiment eu mon agent durant la COVID, donc j'ai pas eu d'agent durant que j'ai joué un match. Non, je sais pas encore comment ça va se passer lorsqu'il va y avoir des matchs. Vincent, tu parles des outils que les agents te donnent lors des pratiques. Quel genre d'outils est-ce qu'ils te donnent? Ben, juste par exemple, en fin de semaine, on monte à Brossard tous les joueurs de l'agence pour se rencontrer avec Sébastien Bordelot, qui est dans les bons skills coach au Canada. Puis on va vraiment côtoyer tous les meilleurs. Après ça, ils m'ont mis en contact avec Accélération, gym d'entraînement à Châteauguay. Puis, ils entraînent vraiment des très bons joueurs, Samuel Girard, Pierre-Luc Dubois. Puis, fait que, c'est vraiment ça la plus grosse différence puis avantage pour être avec eux. Puis aussi, devoir comparer, mettons, Accélération, tu pars de gros joueurs, là, ça fait quoi d'être comme dans une même catégorie qu'eux autres? Ben moi, je me considère pas vraiment dans la même catégorie c'est ça, mais... parce qu'ils ont réalisé beaucoup plus, mais c'est sûr que c'est vraiment le fun, puis c'est encourageant, puis ça veut dire que c'est possible. Fait que si tu travailles fort, puis souvent tu les vois s'entraîner, puis tu te dis c'est ça que ça prend, puis c'est important. Ça donne des conseils, puis tu vois la motivation que tu as besoin là, pour continuer. Puis avant de parler du futur, parler d'après, on pourrait parler de juste ce qui est arrivé, ça fait quelques jours. Justement, là, on a parlé un peu après, tu as monté à Bécomo, mais aussi avant, est-ce que tu t'attendais à être pris avec les Dracors? Est-ce qu'il y avait d'autres équipes qui t'avaient parlé, excepté ceux-là? Comment ça s'est passé en résumé? Avec qui tu l'as vécu? Ouais, ben, à la base, c'était Cap-Breton qui repêchait 2e. Puis j'avais vraiment eu une belle entrevue avec Cap-Breton, fait que j'étais pas sûr si j'allais aller à Cap-Breton, mais quand ils ont échangé à Drummondville, là, je me doutais vraiment que j'allais aller à Bécomo. Puis dans le fond, la journée du repêchage, si vous voulez qu'on en parle un peu, c'est
le matin, ça a été bien normal. J'étais allé à l'entraînement le matin. Après ça, j'ai eu un cours de conduite. Puis, vers 4 heures, là, le repêchage était à 7 heures. Là, vers 4 heures, là, ça a vraiment commencé. J'ai parlé à Radio-Canada. Ok. Puis, après ça, ma visite a commencé à arriver. On a commencé à parler. Puis, à 5h30, je me suis connecté sur le Zoom de la Ligue. Puis là, le stress a vraiment commencé à embarquer. Puis, c'est ça. Après ça, au draft, rendu à Bécomo, moi, je m'attendais à me faire appeler avant d'être sélectionné, mais ils ne m'avaient pas appelé. Fait que là, j'étais là. Je vais-tu encore descendre, mais finalement, ils m'ont sélectionné. C'était vraiment super le fun. Mais quand c'est Drummondville qui a été échangé, est-ce que tu te dis il y a des chances? Est-ce que Drummondville t'avait parlé un peu aussi ou pas du tout? Une fois qu'ils ont fait leur échange, ils m'avaient rappelé le lendemain, là, le jour avant le repêchage, pour me reparler une dernière fois. Puis là, ça a bien été quand même, mais je savais que j'étais peut-être moins dans leur valeur d'équipe et tout. Donc, Mais est-ce que pour toi, écoute, es-tu content d'être au Québec quand même? Là? Je sais que Bécomo, ça peut paraître loin, mais si on te compare, mettons, à Mathieu Catafort, qui est à l'autre bout du monde, là, on s'entend là, à Halifax et tout ça, est-ce que tu es content de rester au Québec? Ouais, c'est sûr que c'est le fun d'être au Québec, mais encore une fois, moi, même si j'avais été dans les Maritimes, j'aurais pris ça du côté positif, une chance d'apprendre l'anglais, puis vraiment, c'est dépaysant. Tu vois plein de nouveaux mondes, puis tu vois une nouvelle façon de vivre. Pas une nouvelle façon de vivre, mais c'est vraiment différent au quotidien. Là, c'est une nouvelle valeur, anglophone. Puis, non, mais j'étais vraiment content d'être à Bécomo parce qu'ils sont dans la même division que les Sags en plus. Donc, j'ai joué plusieurs matchs au Saint-Georges, Vézina, l'Arena des Sags, devant à ma ville, puis devant mes partisans d'ici. Donc, ça va être spécial. C'est sûr que pouvoir avoir ses parents dans la LHMQ qui continuent de devoir aller jouer assez souvent. Je sais pas exactement c'est quoi le nombre de matchs que les Dracors jouent en moyenne par année au centre, au Saguenay, mais vu qu'ils sont dans la même division, je pense que c'est quand même un bon total. Là, je veux pas dire c'est 8 matchs, je pense. 8, c'est ça, quand même 8 matchs, c'est quand même excellent. Sinon, là, est-ce que tu as commencé à rencontrer une couple de joueurs avec du Dracor là-bas quand tu es monté à Bécomo? Non, je connais un joueur qui est Félix Gagnon qui jouait l'an dernier, il vient du Saguenay aussi, donc je l'ai côtoyé un petit peu. Sinon, Nathan Barry qui a été choisi 18e, lui on va se voir, comme je l'ai dit tantôt, à Brossard, parce qu'on est dans la même agence, donc bien hâte de le rencontrer. Puis sinon, non, j'ai pas encore vu aucun joueur, mais bien hâte d'arriver au camp pour voir tout le monde. Totalement. Puis excepté ces deux joueurs-là, c'est qui le joueur avec les Dracors que tu as le plus hâte de jouer avec ou que tu aimerais le plus jouer sur son trio, par exemple? Comme je connais pas beaucoup de gens, je pourrais pas vraiment dire, mais moi, depuis que j'ai su que Nathan Barry s'en venait avec moi à Bécomo, c'est sûr que j'ai vraiment hâte de savoir. Lui, il a vraiment été très dominant et très bon dans les dernières années, puis c'était toujours le joueur à surveiller. Fait que là, pouvoir jouer avec lui, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. Ok, c'est parfait. Puis, mais t'as joué plusieurs fois contre lui à date. Il était dans la même ligue que toi, c'est ça, exactement? Ouais, il jouait aussi Bantam 3. Lui, il jouait pour le Noir et Or à Mortagne. Puis il a toujours été un très, très bon joueur de la ligue, donc il a toujours été bien connu. Mais on n'a pas joué tant de matchs que ça non plus, mais quand on jouait contre lui, il était toujours un joueur dominant sur la glace. Sinon, excepté les joueurs que tu as parlé, justement, est-ce qu'il y a un autre joueur contre qui tu as souvent joué, qu'on n'a peut-être pas parlé, qui a été repêché plus loin, que toi vraiment, quand tu jouais contre lui, c'est un gars qui était travaillant, difficile? Est-ce qu'il y a un joueur en particulier que peut-être qu'on oublie? Alex Mercier de Québec, il est vraiment... comme je l'ai dit tantôt, on jouait souvent contre Québec, donc c'est vraiment l'équipe qu'on a le plus affronté. Ouais. Puis lui aussi était vraiment dur à jouer contre. Il était très, très rapide. Donc, c'est ça. Alex Mercier, c'est vraiment un très bon joueur. Ça peut être ouvrir les yeux sur certains joueurs que les gens peut-être donnent pas assez de reconnaissance. Parfait. Fait que là, on a parlé un peu de ton draft. Maintenant, si on parle plus de toi, est-ce que dans la Ligue nationale, tu as une inspiration, quelqu'un qui t'inspire? C'est sûr, mon joueur préféré, c'est Nathan McKinnon, mais mon inspiration, c'est Crosby, parce que son éthique de travail, sa mentalité, puis c'est vraiment un winner, comme on dit, fait que c'est vraiment Crosby, mon inspiration. Ça tombe bien, les deux viennent de Lavenneville, McKinnon et Crosby.
Ouais, sûr que Crosby, c'est ça. C'est peut-être pas le gars avec le plus de talent national, mais à chaque fois qu'il met un pied sur la glace, il se donne à 100%, il lâche pas, il est tout le temps actif avec son bâton. Son IQ de jeu est incroyable. Fait que c'est une bonne inspiration. C'est une bonne personne vraiment à prendre comme inspiration. Ouais, je sais pas si... Ouais, vas-y. Ça a été quoi ton impression quand t'es arrivé à Bécomo, là? Genre le vibe pis tout ça. C'était vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Tout le monde était super accueillant. La première personne que j'ai vue en arrivant là-bas, c'était Brian Saint-Louis, qui est vraiment comme l'image de l'équipe là-bas. L'équipe a 25 ans, puis il est là-bas depuis 25 ans. Ouais. Il est également allé au championnat junior. Il est vraiment très reconnu, très respecté. Donc, c'était la première personne que j'ai vue. Il était super gentil avec moi. Puis, c'est ça, là, ça a vraiment été une belle journée pour moi. Tu sais, je pense que ça, on en a parlé un peu avant le podcast, je me trompe pas, mais on a reçu Jérémy Grégoire. Si je me trompe pas, c'est bien avant le podcast qu'on a parlé de ça. Là. Ouais. On a reçu Jérémy Grégoire et il nous a parlé du fait que lui a joué pour le Dracor une couple d'années dans la GMQ. La grande partie de sa GMQ était avec les Dracors. Puis il a parlé que les Dracors, c'est l'équipe avec les fans les plus bruyants. L'aréna est fait pour que ça résonne un peu partout puis que ça rentre dans la tête des adversaires. Puis il y a beaucoup de joueurs en arrivant là-bas, bizarrement, il tombait malade. Bizarrement, il avait la gastro, il pouvait plus jouer au hockey. C'est bizarre. Est-ce que tu avais entendu parler de ça? Puis est-ce qu'ils t'en ont parlé là-bas? C'est quoi l'image de la ville puis des fans que tu as de là-bas? Ça a vraiment l'air d'une organisation avec des fans très présents puis vraiment très passionnés. Puis ils m'en ont parlé aussi de... Les joueurs font comme un vote pour voter, mettons, l'équipe la plus le fun à jouer, la moins le fun à jouer. Puis ils ont été votés la deuxième équipe la moins le fun à jouer à cause des fans qui sont vraiment intimidants. Puis, ça, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner quand je vais pouvoir jouer là-bas. Mais aussi, Jérémy Grégoire, là, qu'est-ce qu'il a dit, c'est... Tu sais, c'est pas l'équipe que tu penses toujours en premier quand tu affrontes une équipe qui est intimidante, qui a du caractère, mais les fans sont tellement engagés dans leur équipe, puis je pense que ça peut être une bonne place où jouer, c'est juste qu'on n'en parle pas assez de Bécomo, justement. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est pas un trou, peut-être pas un trou perdu, mais c'est pas loin. C'est pas la ville que tu penses en premier, mettons, au Québec. La ville est peut-être moins accueillante, mais quand je suis allé en fin de semaine, ça a vraiment l'air d'une belle ville puis une belle place de hockey. Donc, effectivement, je suis d'accord avec ce que tu dis. Ça ne devrait pas être aussi redouté par les joueurs. Non, écoute, on a parlé avec Xavier Simoneau de ça. On a parlé avec, justement, voyons. Jérémy Grégoire. J'ai eu un petit blanc, excuse-moi. Est-ce que la famille d'accueil, est-ce que ça te stresse d'être dans une nouvelle famille, là? J'en parlais. C'est sûr que ça, c'est quand même une grosse étape. Moi, j'ai été chanceux. J'ai toujours resté chez moi dans mon parcours de hockey. Puis là, mon père connaît quelques amis là-bas, puis mon oncle aussi. Donc, ils vont regarder un petit peu. Mais sinon, les familles de pension, d'après moi, l'organisation trouve toujours des belles familles. Fait que, c'est un petit stress, mais je suis quand même confiant que je vais me trouver une bonne famille. Écoute, ce que les deux nous ont dit, c'est que leurs parents étaient rendus amis avec leur famille d'accueil, puis que tout était super le fun avec eux, puis que, regarde, moi je pense que t'as pas à t'inquiéter pour ça, là. Selon les oui-dire qu'on a, c'est vraiment le fun. Puis genre, ils sont rendus à une autre étape pour certains, puis ils ont encore les contacts avec leur famille d'accueil. Puis parlant de grands joueurs qui ont encore leur contact avec les familles d'accueil, Marc-André Fleury, il est encore extrêmement ami avec sa famille d'accueil qu'il a eu ça à la GMQ. Qui donnait des billets. C'est ça, il est allé le voir jouer à Vegas une couple de fois. Ouais. C'est vrai. C'est sûr, ça devient comme une deuxième famille, veux pas, et comme tes parents durant ton séjour durant ton équipe. Fait que, pour Marc-André Fleury, ça a été 4 ans. Fait que 4 ans à côtoyer tous les jours les gens, ils s'occupent de toi, puis ils s'assurent que tout est correct pour toi. C'est sûr que tu t'attaches à eux. Exact. C'est eux qui font vivre la GMQ. Sans eux, tout ça serait pas possible. Puis toi, sinon, tes parents, ils prennent comment le fait que tu auras à partir à Bécomo? Ma mère, c'est sûr, elle trouve ça un peu plus difficile, mais mon père, je pense qu'il était plus... il savait que ça s'en venait, donc mon père, ça va, mais ma mère, elle... Faudrait la rassurer.
pour la rassurer, il faudra que tu comptes plus de buts, ok? Ouais, c'est ça. Je vais l'appeler ce soir. Je m'excuse. Pression. Gigi met une pression. Letty met une pression. Là. Mais sinon, là, on a beaucoup parlé de ton draft et tout ça, mais si on parle un peu de l'avant, tu sais, quand tu sais, là, c'est sûr que tu vas rejouer pour les élites, là, j'imagine, mais tu sais, est-ce que le midget espoir est vraiment une ligue forte? Genre, tu sais, on n'entend pas parler beaucoup là, du midget espoir là, dans les médias et tout ça. Est-ce que c'est une ligue qui tu sais, oui, c'est là que à la hauteur. c'est ça. Est-ce que c'est vraiment une ligue qui développe vraiment bien les jeunes puis tout ça? Ben moi, je pense que ça dépend de chaque structure. Puis ça dépend aussi des gars qui font partie de ton équipe. Mais j'ai pas joué de saison complète dans le budget espoir, mais je suis allé remplacer un peu l'an dernier. Puis moi, je pense que c'est une très belle ligue. C'est une très belle ligue. Puis c'est contrairement, c'est semblable à du juvénile ou ces trucs-là. Puis moi, je pense que c'est une très belle ligue. Puis c'est vraiment aussi une ligue dont les joueurs qui y participent sont beaucoup repêchés également. Fait que je trouve vraiment que c'est une belle ligue. Puis effectivement, elle ne gagne pas assez de crédit pour. Non, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de ligues au Québec qui ne gagnent pas assez de crédit. Comme j'espère, par exemple, la nouvelle ligue ECHL, on en a parlé avec Jérémy Grégoire encore une fois. La nouvelle équipe ECHL, je veux dire les Lions de Trois-Rivières, j'espère que même si c'est une ECHL, les gens vont créditer parce que ça reste c'est du hockey extrêmement fort, vont aller voir jouer. Il y a certaines équipes LHMQ comme Armada, tu sais, à Boisbriand, ok, on en parle beaucoup, mais tu sais, même sur la Rive-Sud, on n'est pas loin, puis il y a peu de personnes qui en parlent. Il faudrait que, de plus en plus, les Québécois et les fans de hockey s'ouvrent les yeux qu'il n'y a pas juste la NHL au Québec, il y a plein d'autres ligues très le fun à regarder, puis très intéressantes. Tu sais, puis c'est aussi aux médias de faire plus jouer les ligues, de plus en parler, parce que c'est sûr que si on n'en entend jamais parler, c'est tough de s'intéresser à ça aussi. Ben, t'as la QCHL. Juste pour la GMQ cette année, c'était plus rare que les matchs étaient diffusés à TVA ou des choses comme ça, parce que des questions d'argent, je pense. Ça, donc, c'est sûr que ça paraît. C'est ça, il faut payer un abonnement de toute la ligue pour écouter une équipe. Fait que c'est sûr que sur ce niveau-là, il y a peut-être des petits points à changer, mais pas juste au niveau de la GMQ, mais aussi au niveau c'est ça, comme j'ai dit, les gros médias québécois, de plus accepter de référencer ces ligues-là. Puis oui, peut-être au début, ça va être moins rentable, mais plus qu'il y aura de gens qui vont s'intéresser, plus que ça va devenir rentable de faire diffuser ces matchs-là. Yes. Fait que, c'est vraiment comme tu dis, c'est important. C'est une job des médias aussi, puis c'est mettre plus la loupe sur ces ligues-là pour justement plus en entendre parler. Même la AHL, le Rocket de Laval, même ça, c'était assez rare, excepté quand Cole Caulfield était dans l'équipe, là, c'était assez rare que les matchs passaient à RDS. Fait que même là. En plus, ils ont vraiment eu une bonne saison. Je pense qu'ils ont fini premier. Ils ont eu une série de 12 victoires de suite. Mais c'est ça, là, il y avait un confinement, puis là, le monde ne savait plus quoi faire à la maison. Fait il y avait le match du Rocket. Fait puis, c'est sûr, mais... C'est une occupation de plus. Mais tu sais, avant, à HL, tu disais, c'est une ligue de club école, c'est pas du gros niveau. Mais là, tu vois, mettons par exemple, il y a un Carey Price puis un Brendan Gallagher qui sont retournés jouer un match pour se rééditer. C'est toujours calibre anyway. C'est ça. Moi, Vincent, j'ai une question. Avec le Dracor, quel est le rôle que tu te projettes à court terme? À court terme, c'est sûr que l'an prochain, je vais être une recrue. Donc, c'est sûr que faire l'équipe, ça va être la première étape. Mais sinon, je vais attendre de voir ce que l'entraîneur va me donner comme rôle. Puis, j'essaie de ne pas trop voir loin en avant. Là. Je me concentre sur l'entraînement de cet été, puis le camp d'entraînement. Puis, rendu là, je vais peut-être être plus en mesure de savoir ça va être quoi mon rôle. Mais là, j'ai vraiment aucune idée. Comme je vous ai dit tantôt, je connais pas beaucoup les joueurs en plus. Ouais, c'est vrai. Puis sinon, justement, parlant de rôle puis tout ça, d'après toi, pour faire un bon joueur de hockey, c'est quoi les principaux atouts que le joueur doit avoir pour un attaquant de ton type centre, par exemple? Mais c'est sûr qu'il faut être responsable défensivement. C'est important de jouer sur les deux côtés de la patinoire. Puis aussi, c'est important d'avoir un bon caractère. Même si tu perds par 2 ou tu gagnes par 2, c'est important de garder la classe puis avoir une bonne éthique de travail.
Puis sinon, pour un joueur de centre, pour être un bon joueur, je considère que les mises à jeu, c'est vraiment très important parce que ça change la game complètement. Courir après la rondelle ou commencer en possession avec, c'est toute la différence. Donc, les mises à jeu de caractère, puis les deux côtés de la Parce que c'est vrai, parce que même si t'es assez grand, on réalise peut-être pas le travail que vous puis tous les joueurs d'autres calibres, même la NHL, là, quand on en parle, là, on écoute les matchs, mais on réalise pas tout le travail, tout l'effort, tous les temps passés dans un gym, puis à pratiquer qu'il y a derrière. Toi, est-ce que en ce moment, genre, on va dire, c'est quoi ta motivation d'aller au gym à chaque jour, puis ta motivation de continuer à faire tout ce que tu dois faire? Ben, pas à chaque jour, là, mais de continuer à faire tes entraînements. Avant le repêchage, c'est sûr, c'était pour le repêchage. Même si ça ne change rien au final, que je m'entraîne ou pas, ça ne change rien, mais c'était vraiment être le plus en forme possible. Puis maintenant que je suis repêché, c'est être le meilleur possible en arrivant au camp, puis essayer de vraiment démontrer que j'ai pris mon année d'entraînement au sérieux, même si on n'a pas eu de saison. Donc c'est vraiment être le plus en forme possible, puis être capable de démontrer. Tu te concentres vraiment sur le camp en ce moment. Ouais, exact. Good. Puis sinon, d'après toi, entre la dernière fois que tu as joué un vrai match de hockey, des vraies parties avec la ligue, c'est quoi le point sur lequel tu t'es le plus amélioré et tu es le plus fier de toi? C'est vraiment accéléré avec mon coach. On a beaucoup pratiqué, mettons. Souvent, je driblais avant de faire une passe ou je driblais avant de faire un shot. Puis là, j'ai vraiment enlevé ça. Puis tout est beaucoup plus rapide. Ça fait plus de temps. Plus de temps pour tout faire, puis ça donne aussi, si tu enlèves le dribble à ta passe pour ton coéquipier va avoir plus de temps. La vitesse d'exécution, là, en autre mot. Ouais, exact. Ouais, ok. Ben oui, un extrêmement bon point du hockey aussi, là, comme plein d'autres. C'est ça, les quelques petites secondes peuvent faire toute une différence dans n'importe quel jeu. Vraiment. Puis plus le niveau augmente, puis plus ça va vite. Ces détails-là, ça dépend, donc ça paraît. Donc. Ouais, vraiment. Ben, là, on a parlé vraiment beaucoup de la LHJMQ. Je sais pas s'il y en a quelqu'un qui a encore d'autres questions à poser. Une question générale, mais t'as pas vraiment connu le joueur. Est-ce que tu es content, mettons, du travail qu'a fait ton équipe au repêchage? Là? En fait, d'encadrer l'équipe peut-être envers les jeunes. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de choix à Bécomo. Est-ce que tu es content du travail qu'ils ont fait au repêchage? Moi, Nathan Barry, je connais pas encore beaucoup, mais tous les commentaires que j'ai lus sont vraiment très positifs. Puis il a vraiment l'air très gentil. Donc ça, j'étais vraiment très content. Ensuite, Tristan Da Silva, qui était un choix de deuxième ronde. Ouais, c'est ça. Lui, j'ai joué avec lui à Hockey Québec il y a 2 ans. Puis il est super gentil, un super bon gars. Donc ça, je suis vraiment content. Puis après ça, il y a beaucoup de gars de ma région. C'est tout été mes très bons amis. Olivier Flageol, mon meilleur ami, vraiment. C'est avec lui qu'on a été beaucoup ensemble au cours des 4 dernières années, comme j'ai dit. Fait que ça, j'étais vraiment très content qu'il vienne avec moi, qu'il soit repêché avec moi à Bécomo. Puis Jérémy Gué, Loïc Gosselin, c'est égal. Émile Pagé, c'est tous des coéquipiers que j'ai eu au cours de la dernière année. Fait que je suis vraiment content du repêchage qu'ils ont fait. Good. Moi, j'ai une question qui me titille un peu. Je suis pas mal curieux. Tu sais, l'année passée, si je ne m'abuse, il n'y a pas eu de saison de hockey. Non. Ça, je me demande comment tu faisais pour te garder en shape, comment ça se passait avec le draft pis tout. Dans le fond, nous, on a quand même eu la chance de jouer 2-3 matchs au début de l'année contre le Janois à Alma. C'est une ligue collégiale avec le cégep. Puis, durant l'année, on espérait vraiment le retour d'une saison. Donc, on s'entraînait au max pour vraiment arriver prêt quand ça allait recommencer. Puis, on s'imaginait que notre saison allait être très, très raccourcie, qu'on pouvait pas, très rapetissée, donc on ne pouvait pas se permettre de mauvais matchs. Fait qu'on voulait vraiment arriver prêt dès le début. Puis, à un moment donné, on s'est bien rendu compte qu'il n'y allait pas avoir de saison. Fait qu'on s'est juste dit, on va se faire des compétitions entre nous autres, un concours de but. Après ça, lui qui patine le plus vite, lui qui est le plus fort dans le gym. Fait que c'est vraiment en compétitionnant entre nous qu'on s'est gardé motivé. C'est le fun à savoir, écoute, que tout le monde se soutient là, dans une équipe. Puis je pense que c'est important aussi que justement tout le monde se soutienne.
Ben, c'est ça, peu importe quel sport que tu fais, quand t'as d'autres boys qui sont autant motivés que toi puis qui veulent autant réussir, c'est sûr ça te pousse au max, là. Puis je sais que je suis pas du tout là, je suis en Bantam B, Bantam A, ok? Mais même nous aussi, là, quand on a su qu'il n'y avait pas de ligue, le mal que ça nous a fait, le mal qu'il allait pas avoir de saison, puis c'est sûr que la motivation, toi, ça a bien été ou non? Pareil. Oui, ça a bien été. Comme je vous dis, on a espéré longtemps, puis après ça, on s'est juste dit, on va profiter. On est tous des chums, puis on va profiter. Okay. Le hockey, c'est quand même le sport qu'on aime, fait que on va juste profiter de la fin de l'année pour rire tout le monde ensemble, puis quand même continuer à s'améliorer. L'année prochaine, on verra ce qui arrivera. Good. Ben, peut-être une question qu'on a peut-être un peu oublié. C'est quoi le truc que tu as le plus hâte, puis le truc que tu as le plus peur de tomber en LHMQ? Le plus peur, c'est les pensions, comme on a dit, mais je suis quand même assez confiant. Fait que j'ai pas vraiment de crainte jusqu'à maintenant. En tout cas, j'ai pas vraiment encore pensé à ça. Puis la chose que j'ai le plus hâte, c'est vraiment le premier match local à Bécomo que je vais participer. Si c'est pas cette année, en tout cas, mais c'est vraiment ça. J'ai vraiment hâte de voir les fans, puis voir comment c'est quoi un match junior majeur, parce que même si on le voit des estrades, on sait pas ce que c'est sur la... Non, c'est sûr. Ça que j'ai le plus hâte. Puis, sinon, là, écoute, le joueur en ce moment là, que tu te dis, moi dans la JMQ, j'ai hâte de jouer contre lui. Là, genre, tu sais, peu importe, n'importe quelle équipe, t'as hâte de jouer contre lui ou avec lui. Je dirais Justin Côté. Parce qu'il Justin Côté. On en a parlé. Il a vraiment eu une bonne saison à sa première année. Puis c'est lui qui avait scoré aux Jeux du Québec il y a 2 ans. En tout cas, il avait scoré 5 buts en finale contre le Saguenay. Wow. Vraiment, ça avait fait parler. Fait que j'ai vraiment hâte de voir. Je l'ai jamais affronté. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça donne de l'affronter. Puis c'est juste un côté que j'ai hâte de voir. Écoute, tu vas pouvoir y parler de ses ficellos fondus dans le micro-ondes. Ça a l'air qu'il aime bien ça. Xavier Simoneau, Xavier Simoneau, c'était leur occupation en fait d'après-match. Des ficellos au micro-ondes. Tabarouette, pareil, hein. Mais c'est juste un côté qui prouve à tout le monde que il a reculé au draft à cause de sa grandeur. Puis avec Cole Caulfield, puis plein d'autres gars, ok, Alex DeBrincat, puis on en passe, j'en passe plein. De plus en plus, là, il faut arrêter de penser que c'est juste la grandeur qui fait en sorte qu'il y a du talent là aussi. Là. Ben, plus le hockey avance, avant c'était vraiment plus physique, mais maintenant c'est rapide, puis les skills, fait que maintenant même les petits joueurs vont être capables de faire des choses incroyables. Comme tu dis, Cole Caulfield, DeBrincat, puis Justin Côté junior, c'est déjà des très bons exemples. Plus le hockey va avancer, puis plus l'opportunité pour les petits joueurs vont être là, je pense. Exact. Ouais. Bon, on l'espère vraiment parce que ça, il y en a de bourrés de talent qui, juste à cause d'une grandeur, ils vont reculer, ils vont avoir moins d'opportunités. Fait que ça, c'est un autre truc à changer, mais ça s'en vient bien. Ça commence à être de mieux en mieux pareil, excepté ces quelques choix-là, comme Justin Côté qui a fini en 2e ronde. Ouais, effectivement. Ben, là, je pense qu'on n'a pas fini de parler LHMQ puis tout ça. Encore une fois, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre question? Non, j'ai pas mal fini. C'est bon, ben, maintenant, on pourrait, premièrement, merci de nous avoir parlé de ça, c'était vraiment cool de savoir un peu comment tu vis ça. Puis deuxièmement, si on peut parler un peu maintenant de la NHL en ce moment, les Canadiens sont en finale de la Coupe Stanley. Ça a été quoi à tout le monde de votre réaction quand vous avez, au but final? Moi pis Dan, on était ensemble à Dawson, notre petite ville, sur un écran géant, c'était fou, mais vous, comment vous avez vécu ça? Ok, moi, premièrement, j'étais en camping à Oka. Puis on écoutait le match à radio. Tu sais, avec Mike Wire, c'est bien smart, tout ça. Mieux fait, ça y est. Nous autres, là, on manque de batterie. Mais on manque de batterie à 2-3 minutes du but de Lekonen. Oh là là. Oh, ça m'a fait tuer, là. On l'a su parce que tout le monde autour de nous a commencé à crier, mais je suis un peu déçu d'avoir raté ça. Là. Ouais, ben au moins t'as pu le savoir à cause des autres campings qui gueulaient comme des malades. En plus, on avait genre 30 secondes d'avance. C'est un peu plate pour les autres. Là. Mais même là, toi, t'aurais gâché le de tout le monde. Donc, c'était mieux de manquer de batterie en fait. Non, c'est pas mais moi, juste j'ai manqué de voix. En résumé. Voilà. Toi, Vincent? Moi, je l'ai écouté
c'était la veille du repêchage, donc je suis resté chez moi ce soir-là. Je l'écoutais avec mon père, puis on trouvait que leur fin de match était vraiment moins bonne, puis là, ça allait pas bien, mais quand ils ont scoré, comme Gabriel, on a manqué de voix aussi, on était vraiment contents, fait que c'est incroyable. Les Canadiens en série, c'est... La dernière fois, c'était en 93. Donc. Ouais, en finale de la Coupe Stanley, ouais. C'est incroyable là, de voir que les Canadiens sont rendus là, mais personnellement, ma prédiction va rester la même. C'est Buffalo qui gagne la Coupe cette année, pas une équipe autre que eux. Jack Eichel qui n'a pas été blessé de la saison. Ça, mais non, c'est ça. Puis, tu sais, lui qui veut rester à Buffalo aussi, là. Ouais. Okay. On arrête le deuxième degré. Bon, c'est sûr que le premier match contre Tampa Bay nous a fait un peu retomber sur terre. Écoute, c'est pas gagné cette coupe-là. Il faudra se donner au max. Une équipe, c'est forte. On peut commencer avec Vincent si tu veux. Toi, c'est quoi que les Canadiens, tu penses, qu'ils auront besoin de changer? C'est quoi les points les plus importants pour eux pour pouvoir... Ce qui avait beaucoup paru jusqu'à maintenant, c'était vraiment leur profondeur. Leur quatrième trio Armia, Perry, Pistol faisait vraiment une grosse job. Mais là, avec... le 17 millions, leur profondeur à Tampa Bay est vraiment très bonne. Fait que ça, c'est sûr, c'est plus difficile. Puis évidemment, pas de pénalité parce que Tampa Bay en powerplay, c'est juste c'est incroyable. C'est fou. Le piqué de Montréal est incroyable, mais là, contre Tampa Bay rendu là, calmez-vous, redescendez sur terre. Non, c'est... Écoute, personne peut négliger Tampa, là. C'est probablement l'équipe la plus boostée dans la ligue. La plus complète. Puis comme tu l'as dit, là, 17 millions au-dessus du cap, c'est comme... est-ce que c'est considéré comme de la triche? Parce que je pense que tout le monde a découvert que Kucherov était peut-être pas blessé pour de vrai. Mais ça reste à voir. Là. Peut-être après les playoffs, il va avoir des résultats et tout ça. Mais tu sais, pour l'instant, tu peux pas considérer ça comme de la triche. Mais c'est un peu triste de voir que ils ont utilisé cette stratégie-là pour... C'est trafiquer le système là, quand tu regardes ça. Là. Oui, mais OK. Peu importe quel DG qui aurait été dans la situation de Brisebois, sans te mentir, il aurait fait la même chose, OK? T'as Kucherov qui est pas là, OK? Qui revient de sa blessure, mais tu vois que tu vas faire les séries pareilles, OK? Oui, c'est jouer avec les règles, mais en même temps, il y avait justement, la règle dit que tu n'as pas de cap salarial. Fait qu'il a joué avec les règles pour faire en sorte de pouvoir avoir une équipe encore plus boostée en allant chercher, par exemple, David Savard. Ouais, mais le seul truc là-dedans qui serait de la tricherie, c'est si on trouve vraiment une preuve comme telle qu'ils ont dit à la Ligue que Kucherov était blessé, alors qu'on trouve la preuve que Kucherov avait aucune blessure et était en parfaite santé. C'est exactement ça que Lou Lamoriello, le DG de la Caroline, puis Bill Zito essayent de prouver avec des avocats puis tout ça. Il y a des avocats dans le dossier pour justement prouver ça. À ce qui paraît, Kucherov était vraiment blessé. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il a été opéré. Il a été opéré. Il a été opéré, mais comme Alex a dit, je suis vraiment... ils ont bien fait ça, puis tous les autres DG auraient fait pareil. Ils étaient capables de faire les séries sans leur meilleur joueur. Fait que... Tout le monde aurait fait pareil, mais c'est sûr que je pense que c'est plus à la Ligue d'essayer d'ajuster ça puis modifier les règles. Exact, mais écoute, si Kucherov, tu sais, c'est ça. Les DG essayent de prouver que oui, Kucherov était blessé, mais que à la fin de la saison, il aurait pu jouer. S'il était à 100% à la fin de la saison, t'aimes pas son dans marde. C'est ça qui est le point, là. Ouais. C'est ça. Puis il y en a qui disent comme oui, mais Chicago, je me souviens plus en quelle année exactement, était aussi 6 millions over de cap. 6 millions, 18 millions, t'es pas dans le même game. Fait que peut-être qu'il faudrait mettre une règle du nombre de millions over de cap que tu peux être durant les séries pour prévenir ces genres de trucs. Je pense que c'était Jonathan Toews qui était blessé, mais il était revenu au match numéro 6 de la première série. Fait que c'est pas le même game. L'autre est revenu le match numéro 1. C'est un peu bizarre, là. On va se le dire. Puis il était top shape. C'est ça, c'est ça. Pour faire les séries qu'il connaît, Kucherov est top shape en ce moment. Il a fait 2 buts, une passe, je pense, faire la game. Non, c'est ça n'a pas rapport. Mais tu sais, tu regardes ça, ok. 10 millions au-dessus du cap, ok, mais... Anyway, j'essaie de trouver des failles à cette équipe-là, mais j'en trouve pas. C'est tellement une équipe complète, puis genre, on dirait qu'il n'y a pas vraiment de faiblesse. Il y en a une, puis c'est devant le filet. On a bien beau dire que Vasilevski est bon, qu'il est solide, mais
étant fan des Islanders, ayant regardé la série Islanders-Tampa d'un œil genre, tu sais, vraiment attentif, Vasilevski donne beaucoup trop de rebonds devant son Oui, filet. il donne beaucoup de rebonds. C'est vrai, mais leur il donne seul beaucoup de point faible. rebonds. Il donne beaucoup de rebonds, mais il arrête ses rebonds. Quand le gars Ouais. il leur tire, il C'est l'arrête. sûr, mais ça va jouer contre lui un jour, là, c'est sûr. là. Ouais, Mais c'est Cole sûr. Caulfield Faut en avec son profiter. shot, il va la mettre dedans. Mais justement, pour profiter de ces rebonds-là, il faut rentrer dans le centre de la patinoire. Exact. Puis, ils n'ont pas juste des défenseurs qui sont talentueux, des gros défenseurs forts sur les patins. Puis, c'est pas. On a vu, là, Gallagher, par exemple, la fois il a saigné, là. C'est vraiment pas facile de rentrer dans ce centre de zone-là offensive. Puis, ça va être un truc que les Canadiens, il faudra qu'ils trouvent une façon de faire, de pas juste profiter des rebonds de Vasilevski, mais juste justement de réussir à les prendre, de réussir à toucher cette époque-là quand il y a un rebond. Mhm. Parce que là, s'ils veulent vraiment revenir dans la série, là, il va falloir qu'ils s'allument un peu, qu'ils fassent des ajustements. Parce que là, avec là, c'est la même 1-0, histoire. C'est la C'est même 1-0. histoire. Je sais, c'est la même histoire que Vegas qui ont perdu la première game 4-1. Mais Tampa Bay, c'est beaucoup plus complet quand même que Vegas. Là. Ouais. Mm. Pour toi, par exemple, Vincent, c'est quoi la plus grosse différence entre Tampa Bay puis Vegas. Tampa Bay puis Vegas que tu vois? Ben, comme tu as dit, ils ont pas de défaut, là. Ils sont vraiment goalers, même si Ouais. Vanek trouve qu'il est plus faible un peu, il est vraiment très Non, solide. c'est ça. Après ça, défensive, Edman, 6 pieds 7, ça doit vraiment pas être facile de Non. rester en avant du net. Puis à l'attaque, sont hallucinants. Là. Fait que, Ouais. je trouve qu'ils n'ont Ouais. juste pas de défaut. Puis contrairement à Vegas, que peut-être que leur attaque était moins puissante un peu, surtout que Dano avait vraiment bien réussi à neutraliser Stone puis Pacioretty. Ouais, c'est mais ça. ça, la différence, c'est que là, t'as pas une line à couvrir, t'as 4 lines à couvrir. Les 4 lines peuvent faire quelque chose offensivement. Puis surtout, ben, la première ligne, même à ça, là, même de ce qu'on jase, là, peut-être qu'ils sont pas les meilleurs défensivement, mais pour créer des revirements quand même très forts, puis tu veux pas donner de revirement contre cette équipe. Ok. On en a fait trop au dernier match. Chaque revirement est coûteux. Chaque revirement que tu fais, ça donne une chance incroyable du côté de Tampa. C'est fou à quel point ils sont une équipe de talent, mais ils ont tellement la mentalité de travailler fort aussi. C'est ça qu'on n'a pas tant eu. Une équipe qui, oui, a du talent, mais joue avec autant de cœur que ça. Vegas, oui, frappait fort, je suis d'accord. Mais j'ai pas vu cette mentalité-là qu'on a Aller mis dans les à coins Tampa pis Bay, les bandes. c'est ça. C'est vrai. Mais Exactement. écoute, t'aimes pas, moi, ce qui me fait chier tout le long de la série Islanders contre Tampa, justement, c'est le fait que Steven Stamkos est capable de jouer défensif, mais genre, il est bon défensivement. Mhm. J'étais comme, ben voyons donc, ce gars-là a jamais été bon défensivement, puis là, tout d'un coup, il réveille. Mais tu sais, c'est un vétéran, il est habitué de jouer des exact. matchs importants, fait que c'est sûr qu'il commence à savoir comment faire ça. C'est pas lui qui on va le mettre sur le désavantage numérique. Il était là, sur, ok? il était sur Pour le de vrai? piqué. Il est sur le piqué de Tampa. Attends, quoi? Ouais. Je te J'ai même le pas réalisé le confirme. dernier match. Je vous Peut-être avoue que pas le contre dernier vous, match. peut-être pas contre vous, mais contre Non. les Islanders, il l'était tout le temps. Je vous avoue que le dernier match, moi, à un moment donné, je me suis tanné, puis j'ai arrêté de regarder le match. Rendu en 3e période, j'ai pris ma chaise, je l'ai reviré de bord, j'ai parlé aux autres sans regarder le match. Fait que, je sais pas, mais s'il a été durant les 2 premières Ouais, périodes, non, je l'ai mais pas ça se peut remarqué. qu'il ait été là, mais. Écoute, c'est. Non, moi, quand c'était 4-1, là, j'ai allumé ma PlayStation. Là. J'étais curieux. Ouais. Prochain match, puis pour de vrai, je pense qu'on peut toujours avoir confiance. C'est juste un 0, écoute. Ouais. On a une équipe confiante. Ils ont de l'air, même après cette défaite-là qui fait un peu mal, 5-1, ils sont confiants dans le vestiaire. On a les leaders pour gagner ça. Là. Benjamin fait un excellent job, pareil. Fait que ça va être juste une histoire de garder le moral, continuer à jouer notre plan, puis justement éviter tout le plus d'erreurs qu'on peut faire. Ouais. Faut que chaque fois que tu fasses un jeu, tu sois sûr que ça va marcher. Prends 0 risque. Je m'en fous que la game va ressembler à du dump and chase de notre bord. On est reconnu pour une équipe à faire un peu ça, moins que ton équipe Dan, les Highlanders. On est quand même reconnu pour être une équipe qui fait beaucoup ça. Puis contre Tampa Bay, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Essaye pas de rentrer, de faire des trucs fuckés, puis de laisser ta défense à découverte parce que c'est là que ça va faire mal. Écoute, la seule personne qui peut rentrer dans la zone, pis ça, il pourrait le spécifier, là, honnêtement.
c'est Nick Suzuki. C'est le seul qui serait capable de percer la défensive avec ses feintes puis tout ça. Puis même encore là, peut-être même pas. Moi, je pense que le gars qu'on pourrait permettre parfois, surtout durant les moments importants, puis juste genre apporte la puck au net, ça serait Josh Anderson. Ouais, Josh Anderson, il peut tellement. Vas-y, Vincent. Oh, il rentre au net, c'est Josh Anderson. Je pense que c'en a un autre qui est capable de. Juste avec sa vitesse, il déborde tellement vite les défenseurs. Là. Il est capable de prendre un shot au net après ça. Écoute, je pense, il va pas nécessairement être menaçant son shot. Mais comme le but que Kanemi à Vegas, là, il a fait un sur Fleury. Il a pris un shot. Puis ça donne un rebond, puis ça peut donner une chance à ton équipe de marquer. C'est le power c'est pour ça qu'il faut l'envoyer au net là, tout le temps. Ouais, puis mais sur le but de Chariot, le gars qui a fait le ménage devant le but pour faire en sorte qu'il y a un peu un truc, le fait que Tampa Bay ont été un peu mélangé sur le but, puis ça dévie sur plein de patins, là. Le gars qui a fait ça au départ, si tu vois le but, c'est Josh Anderson qui a été poussé un peu tout le monde, qui a enlevé une coupe de gars du chemin pour Tampa Bay. Puis qui a fait une bonne job devant le but. Fait que s'il continue à faire ça, ça devrait marcher. Moi j'avais complètement oublié Joshy Fruit. Là. Joshy Fruit, pourquoi? Écoute, pourquoi Joshy Fruit? Je sais pas, fallait que je sorte une affaire. Ok, cool. Ouais, c'est ça. Joshy Fruit, lui, je l'avais oublié, mais c'est vrai qu'il est capable de l'amener au net. Il a une bonne vitesse de pointe, il a une bonne explosion aussi, là, on va se le dire. Pourrait peut-être passer, honnêtement. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais écoute, je te dirais, le seul chez les Halles qui était capable de passer, non, il y en avait deux, c'était Beauvillier-Barzal, les deux. Point final. Ouais, c'est ça, accepter ça. Ben, j'ai vu une couple de fois Nelson qui m'a surpris une couple de fois puis qui a réussi à faire des petites feintes de main puis rentrer avec. Ouais, Nelson, il est bon. Mais shot bâtard! C'est un peu vrai. C'est ça, mais c'est pas mal que les équipes, on dirait qu'ils font trop de jeux puis ils shotent pas. Non, mais c'est parce que ils ont des occasions, mais ils les prennent pas. Exact. Ça cause leur perte. Mais si on parle un peu du Lightning, là, ok? Même quand il y a un joueur qui se blesse, cette équipe-là ont du backup. C'est ça qui est extrêmement touché. Tu sais, oui, Montréal, il y a Armia qui a été sur le COVID protocol. Il n'a pas réussi à arriver à temps. Ils ont eu Jake Evans. Mais on s'entend-tu que même là, Tampa ont plus de depth à ce niveau-là. Leur depth chart est beaucoup plus gros. Là. Écoute, au niveau du goaler en série qu'on peut argumenter, c'est qui le meilleur, puis moi je pencherais sur Kerry, même si Vasilevski en série est incroyable, je ne fais pas en son régulière. Je dis en série, ok, pour pas me faire insulter de tous les bords, de tous les côtés. En série, je prendrais Kerry. Mais même à ça reste que Vasilevski, c'est un incroyablement bon goaler. Sur tous les points, excepté peut-être celui-là. Si tu regardes ça sur papier, ils sont plus forts que nous. Mais on fait ça depuis le début. Avec Toronto, il était plus fort que nous. Avec Winnipeg, il était plus fort que nous. Avec Vegas, ben je vais le répéter, il était plus fort que nous. Fait qu'écoute, tout est possible. Faudra juste justement, comme on a dit, que les joueurs font leur job d'apporter la puck au but. Puis je voudrais revenir un peu à ça parce que j'ai une question à te poser à toi, Vincent. Tu sais, tu as dit que tu n'étais pas le joueur à Josh Anderson de faire ce job-là, mais est-ce que ton coach, par moment, vu que tu avais un bon physique, tu utilisais justement pour apporter cette puck-là au but de cette façon-là? Parce que c'est un truc que tu faisais assez fréquemment. Mon coach cette année m'a vraiment dit que c'était important que j'apporte ça à mon jeu. Donc oui, cette année, je l'ai travaillé beaucoup. Mais dans les années passées, je me suis pas vraiment fait parler de ça parce que j'étais capable quand même à ma façon d'apporter la puck au net. Mais cette année, il m'en a vraiment parlé beaucoup. Puis je pense que l'année prochaine, ça va pareil. Ouais. Pour toi, c'est quoi les avantages de jouer plus physique au hockey? C'est quoi que ça t'ouvre comme opportunité? Ça donne un momentum. Des mises en échec, souvent, même si tu fais un mauvais jeu, si tu fais une mise en échec, tu as fait de quoi de bon dans le chiffre. Ouais. Puis, ça met plus l'adversaire à ses talons, ça le stresse plus quand il y a la rondelle. Donc, non, jouer physique, c'est sûr que c'est une grosse partie de la game. Ouais, non, c'est vrai. Puis toi, ça serait quoi tes prédictions pour Tampa Bay contre Canadien? Je pense que je suis vraiment fan du Canadien, mais je pense vraiment que Tampa Bay sont vraiment très forts. Donc, je pense qu'ils vont gagner en 5.
En 5, seulement une victoire du côté des Canadiens. Check. Ça fait mal, mais c'est ça malheureusement fait mal. réaliste. Moi, me le dire, ça fait mal, mais. Ouais. Ça fait mal, mais ils sont tellement forts. Comme on l'a dit, on a de la misère à trouver des faiblesses à cette équipe-là. Ouais. Puis, avec le cœur, on est pour le Canadien, mais c'est dur de. Mettons, tu veux pas. Si t'es obligé de payer de l'argent, tu me penses, je vais dire Tampa Bay pour pas perdre mon argent. Là. Mais justement, regarde, toi, ça serait. Si t'aurais parié de l'argent, tu mettrais combien? Je mettrais Tampa en 6. T'aimes pas en 6. Moi, là, t'aimes pas en 5, t'aimes pas en 6, je serais content de notre équipe pareil. Tu sais, Ouais, déjà qu'on s'est rendu en finale, je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'on allait se faire sortir par Toronto. Ça donne tellement de connaissances et d'expérience à nos jeunes joueurs comme Suzuki, KK, Caulfield. C'est sûr. Toi, Dan, ça serait quoi tes prédictions? Je vais croire en Montréal. Je vais y aller avec Montréal en 7. Montréal en 7 en finale. Fait que là, il faudrait que je me fasse ma coupe de cheveux avec un signe des Canadiens dedans. Parce que, John Merrill 2.0. Peut-être, ça va se pouvoir. Moi aussi, je crois mes Canadiens. Puis juste, peu importe qu'il y ait de l'argent ou non, c'est tant qu'il n'y en a pas trop, là, ok? Je peux pas voter comme mes Canadiens. Fait que je vais pas le faire. Puis je vais rester sur ma prédiction que j'ai dit sur TikTok hier. Canadien en 6. Écoute, moi aussi, j'ai dit Canadien en 6. Mais vu que j'ai vraiment envie de te voir avec une coupe longueuil, je vais dire Canadien en 7. Hey, je vais la prendre. Si on est pour gagner la Coupe Stanley, là, inquiète-toi pas, je vais la porter tout l'été, ma Coupe Longueuil. Les nombres de trucs que je ferais pour que les Canadiens gagnent la Coupe. Ça roule. Ouais. Puis parlant de ça, on va dire que la série continue à jouer mal. Est-ce que vous rentrez Romanov pour un peu changer le beat ou non? Vous gardez cet alignement-là? Moi, ouais. Je le mettrais à la place de Merrill. Même si on. Ok, Vincent, même si on perd 3-0 la série, tu changes pas puis tu gardes cet alignement-là. 3-0, ça sert plus à rien. Désolé là, de te dire ça. Là. Mais là, tu vas me dire always believe. Tu joues contre Tampa Bay. Là. Tu joues pas contre Toronto qui choke à chaque année. C'est ça. Mais Tampa Bay. Mais écoute, l'équipe a te rendu là. Pourquoi Romanov a joué genre une game en série? Romanov a fait une game, pense qu'on l'a perdu 4-1 contre Vegas. Ouais, je suis d'accord avec ça. Mais le problème, c'est quand même à ça. On l'a vu, il a fait un gros plaquage, il a un peu réveillé les gars. C'était le premier match contre Vegas, c'est lui qui a réveillé l'affaire. Si les gars commencent à s'endormir, commencent à désespérer, je pense que c'est un gars que tu peux apporter. Il joue physique, il peut réveiller les boys, mettre une flamme de plus. Ouais, mais moi, Dan, tu sais, avec ce titre 3-0, ça sert à rien. Mais tu sais, t'es en finale de la Coupe Stanley. Le très peu de chance, tu sais, que tu remontes ça, c'est quasiment impossible. C'est genre, tu sais, c'est ça. Ça se voit pas, là. Mais, tu sais, tu le prends pareil, tu sais. T'as pas le choix. C'est sûr, mais écoute, t'as gagné avec quel alignement? Avec quel alignement tu t'es rendu en finale? Tu t'en fous, là. Ouais, mais c'est sûr. Quand c'est 3-0, tu essaies de faire des changements pareils, c'est le même, là. Ouais, c'est comme quand on perdait contre Toronto. On n'a pas commencé avec cet alignement-là. On perdait contre Toronto, on a mis Caulfield, on a mis KK sur le jeu. Puis, qui jouait pas à la base. Puis ouais, les deux qui jouaient pas à la base, puis ça marchait, ça fonctionnait, on a remonté ça. Ouais. Ben écoute, le point tournant des Canadiens en série, ça, c'est vraiment, pour moi, là, qu'est-ce qui a changé de le fait que le Canadien s'est rendu en finale. Là. Vraiment le 2 contre 0, Cole Caulfield puis Nick Suzuki. Ouais. Depuis ça, j'ai beaucoup plus confiance aux Canadiens qu'avant en fait. Mais je veux dire, tu sais, vous dites, est-ce qu'on rentre justement, voyons, Alex Romanov? Mais pourquoi pas rentrer Kel Fleury? Pourquoi pas Xavier Ouellet? Oui, Romanov, il a été bon cette saison, oui, mais pourquoi pas essayer d'autres gars? Tu sais, Xavier Ouellet, là, il est capitaine dans HL, là. Il est capable de pomper tes gars. Là. Ouais, mais tu l'essayes pas en finale de la Coupe Stanley, en fait. Parce que moi, je pense que tu vas pour un gars sûr que tu as vu jouer. Oui, Xavier Ouellet, ok. Kel Fleury. Kel Fleury, ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué. J'aime mieux voir Xavier Ouellet que Romanov. Ah, pas moi. Je sais pas toi, Vincent. Là. Non, moi, je pense que Romanov, il est plus physique, puis il peut apporter vraiment, comme tu as dit, une flamme de plus. Mais c'est sûr que Xavier Ouellet, c'est un très bon joueur aussi, puis il fait sa job défensivement. Mais Romanov peut plus sortir un jeu clé, puis un truc étoile, surtout que ces défenseurs-là ne joueront pas bien plus que 7-8 minutes. Fait que... mais ce que je veux dire par là, c'est l'expérience. J'aime mieux voir un Xavier Ouellet pour l'expérience, pour qu'il parle dans la chambre. Il est capitaine avec le Rocket, c'est pas pour rien le gars. Là.
Non, j'aime mieux voir un Xavier Ouellet que voir un Romanov qui a 20 ans, tu sais. Mais t'échangerais John Merrill pour mettre Xavier Ouellet. C'est deux gars que on sait que défensivement ils vont être responsables, mais c'est pas offensivement qu'ils vont apporter quelque chose de fou. Romanov, d'après moi, peut plus apporter offensivement dans cette situation-là. Pourquoi essentiellement John Merrill? Ben, c'est le moins bon. Excuse, Ben, il connaît quand même pas des mauvaises séries. Les 6 devs jouent très Ben, bien. déjà, le top 4, tu touches pas à ça. Puis ensuite, il y a Gustafsson. Tu sais, je pense qu'on a c'est le pro des revirements. Désolé, le gars, il... Non, c'est bon, il joue bien. Il joue très bien, sache-le. Ok, regarde, il y a une couple de fois, il va faire des trucs un peu caves. On l'a vu, ok, même avec les Canadiens. Par moment, il y a des jeux où tu te demandes comment t'as fait par moment. Mais à des très rares moments, puis normalement, on l'oublie parce qu'il réussit, mais il fait de très bons jeux aussi. Plus responsable défensivement que je le pensais, surtout en voyant la réaction des fans des Flyers quand ils l'ont échangé. Je m'attendais à une grosse merde. Puis en fait, c'était un peu violent, grosse merde, désolé, mais je sais que tu vas pas écouter ça, Gustafsson, fait que je peux te dire ça. Puis en fait, ben il est pas si pire. Fait que, il y a notre power play avec lui, c'est pas pareil. Exact. Ouais. Tu sais, je pense qu'on a oublié Kulak, qu'on pourrait mettre. Ouais, Kulak, on l'a vraiment oublié, là, mais. Ouais. C'est sûr. Mais Romanov, Gustafsson, justement, ça l'apporterait quelque chose. Deux gars qui peuvent produire offensivement, si c'est ça qui nous manque, les deux gars ensemble. Bon, pour le défensif, peut-être pas meilleur, mais pour l'offensivement, ça serait mis en power play, point final. Ouais. Tu sais, j'ai mis Tampa Bay en 6, mais tu sais, c'est encore un 0 en série. Je sais pas pourquoi on parle d'ajustement, parce que je suis quand même, dans mon cœur, je suis encore confiant en mes Canadiens. Ils sont capables d'aller chercher la série. Mais on imagine des scénarios, mais Gab a raison là-dessus quand même. C'est 1-0. Là, on perdait 1-0 contre Vegas, on a gagné. Et moi, il y en a mes amis, ils ont dit Vegas en 4. Ok, les Canadiens sont pas assez forts. Puis jamais Vegas va perdre 4 games en 5. Ouais, check écoute, on a perdu 4 games en 5. Check Alex, on a été bon la game à l'Arena, on a perdu, personne parlait, juste lui qui sort Vegas sont trop forts. Ouais, mais ok. C'était le moment où j'étais un peu désespéré. Je pense qu'on a tous ce moment-là où. C'était 1-0. C'était 1-0 la série. Regarde, c'est parce que depuis le début, on parlait qu'on était moins fort que les autres divisions. Premier match, tu te fais battre de même. J'ai eu un petit moment de down où je me suis dit, ok, c'est peut-être fini, c'est peut-être la fin. Est-ce que, encore Vincent, parce que, est-ce que toi, t'as vraiment vu ce gap-là de différence entre la division Nord et les autres divisions au fil de la saison? Moi, je pense que effectivement, peut-être la division Nord est un peu plus faible, mais il y a quand même des bonnes équipes. Là. Ouais. Du côté, le Wild, puis Vegas, c'était très fort. Colorado, c'était très fort. Mais après, il y avait vraiment des très bonnes équipes. Après ça, Tampa Bay, Islanders, c'est deux très bonnes équipes. Ouais. C'est sûr qu'il y avait vraiment des bonnes équipes. Nous, il y a Toronto qui m'a surpris à quel point ils ont pas performé. J'imagine que c'est rendu un classique à c'est ça. Mais non, moi je pense que les autres divisions sont fortes, mais pas à un point de. C'est ça. Mais mettons la division Ouest, c'était genre vraiment le top des équipes avec les équipes qui vraiment bas le classement. T'avais pas d'entre-deux en fait. T'avais soit les grosses équipes ou pas du tout. Ouais, mais parlant de Toronto, qu'est-ce qui manque à Toronto pour que ça marche l'année prochaine? C'est pas compliqué. On a vu, on signait Wayne Simmons par exemple, puis les joueurs, d'après moi, ils ont de l'air confiants, mais c'est quoi qui manquerait? Je sais pas, peut-être une culture gagnante. Tu sais, à Montréal, on a toujours eu une culture gagnante, mais à Toronto, c'est une culture de pas perdre, on dirait. Chaque année, c'est la même affaire, puis on dirait que ça joue dans la tête des gars un peu. Moi, je pense ils ont la pression de gagner, justement. Ouais, exactement. Année après année, c'est faut passer à la première ronde. Là, cette année, dire on va chercher la coupe, mais tu vois, c'est la mentalité de on veut gagner, mais commence tes objectifs en bas. Ok, commence par la première ronde, puis après, pense à la coupe. Ok, mais premièrement, faut qu'ils passent à la première, puis ils l'ont pas fait. Écoute, tu check un peu l'équipe, ok? Oui, c'est une très bonne équipe, mais ils ont aucun depth. Oui, cette année, ils l'ont signé, là. Oui, cette année, ils l'ont signé. Mais excuse-moi, Wayne Simmons est aucunement bon, selon moi, là. Le gars, là, il a rien fait avec Toronto. Il a absolument rien fait. J'irais pas jusqu'à dire qu'il est dégueulasse, mais moi, j'aurais pas signé. Non, moi, j'aurais priorisé signer un Galchenyuk avant Simmons. C'est ça. Mais, je veux dire...
Il leur faut plus des gars comme Spezza, je pense, qui sont capables vraiment de produire quand les Matthews et Marner de ce monde peuvent. Ils sont pas présents. Ok. C'est ça. Tu sais, Spezza, il y a eu quoi? 4 buts, il était capable de la mettre dedans pour un centre de 4, là, c'est ça que tu veux. Mais Ouais, moi, c'est vrai. pour vrai, je vois soit un Mitch Marner, soit un Austin Matthews, soit un William Nylander changer. Ils ont affirmé. Échangé. Ils ont affirmé qu'il allait pas. Non, dans nous ça, Matthews. Impossible. Non, non, Matthews, je dis ça parce que je te dis les 3 joueurs vedettes qui peuvent être échangés. Lander Matthews, c'est avec clairement. une série de connus. Écoute, Toronto, ils ont dit qu'ils n'allaient pas échanger leur top 4 en attaque. Je parle des superstars en attaque. Là. Toi-même, tu les sais. Fait 40 millions. La possibilité, c'est Morgan Ouais, Riley. Morgan Riley, ça je le sais. Mais pourquoi tu veux aller chercher Dougie Hamilton? Pour que défensivement ça marche mieux que Morgan Riley. Écoute, Danick. Tu pognes Morgan Riley, ok? T'échanges un Mitch Marner, excuse-moi, mais est-ce qu'il y a de l'air vraiment à se plaire à Toronto avec Matthews, point final? Puis tu vas chercher de la depth en défense. C'est ça qu'ils ont besoin, c'est des bons defs de deuxième paire. Ouais. Ils ont pas Rasmus ça. Sandin, là. Rasmus Sandin, il a fait des revirements à craquer pendant ses. Exactement. Je veux dire, tu sais, Hamilton, là, on se met en accord qu'il aiderait n'importe quelle équipe. Non, ça c'est sûr. Sur papier, là, il y en a des bons defs. Muzzin et Riley, ils ont eu des années exceptionnelles. T'sais, là, on parle plus des defs comme Bogosian, peut-être. Non, lui, il patine pas. Puis, ça, parce que défensivement, il est quand même excellent. Là, puis il a connu une bonne saison. Il est là pour l'expérience plus, mais tu sais. Bogosian, pas tant de bonne saison, mais je parle plus de Hall. Là. Je voulais parler de Hall. Ouais. Je préfère voir un Jimmy VC ou un, je sais pas moi, un Jimmy VC, un Travis Boyd même, ou sinon Barabanov qui a été trade, que voir un Wayne Simmons. Tu comprends? Tant que ça. Ah ouais. Non, Wayne Simmons est là pour se battre. C'est tout. Il est là pour le physique. Il est là pour le physique. C'est le gars qui va peut-être. Tu sais, quand t'as des partisans, on en a parlé tantôt, quand t'as des partisans, puis que tu fais une grosse mise en échelle, ça donne le momentum à ton équipe. Ouais, puis puis avec Simmons qui fait une grosse mise en échelle devant un Scott Sabin, Carina vide, ça change pas grand chose. Faut que tu crées ton propre momentum. Puis c'est dur à faire quand t'as pas de partisans. Ouais, mais tu sais, c'est ça que tu dis là. Tu dis quand tu frappes quelqu'un devant des partisans, ça donne le momentum. Ils l'ont-tu essayé, Scott Sabourin? Pas pantoute. Non. Et voilà. Mais c'est un autre niveau quand même. Mais pareil, c'est sûr que Vincent l'a pu remarquer en jouant au hockey aussi. Là, quand c'est sûr qu'avoir un gars justement qui joue physique, qui apporte l'énergie dans la chambre, ça fait une grosse différence. Ouais, c'est sûr. Puis surtout, souvent, c'est comme les coéquipiers, les funny guys. Puis on attend beaucoup sur eux. Fait que quand ils font un bon check, tout le monde est content. Puis ça donne un boost pour toute l'équipe. Là. Mais moi, aussi, Simmons, je le trouve un peu comme Gallagher. Je le trouve pas si mauvais que ça. Je trouve qu'il fait un job. Il est toujours. Il est là, puis il fait. Son rôle, c'est pas vraiment de scorer, puis faire comme Matthew. C'est surtout être là, puis donner de l'énergie. Puis je trouve qu'il est pas si pire. Puis déranger l'adversaire. Puis en plus, ça, c'est un vétéran qui a de l'expérience aussi. Fait que je pense que moi, l'année prochaine, je vais le call direct. Les Maple Leafs vont gagner. Vont passer la première ronde. Ben, ça dépend contre qui joue. Puis vont se rendre loin en série. Je m'en sacre. Faut qu'ils fassent des moves. Faut qu'ils fassent des moves. Tu sais quoi le move qu'ils vont faire? Là, on a dit qu'il y avait un changement de mentalité l'année passée. Il n'y en a pas eu. Je le dis, l'année prochaine, il va en avoir un. Le move qu'ils vont faire, ça va être une mentalité différente. Là, ils sont plus capables. Ils ont les vétérans pour. Il y a Wayne Simmons qui a parlé du fait que. Il a dit en interview, il a juste dit la raison pourquoi j'ai re-signé, c'est parce que je veux vivre ici, j'aime la place, je veux que ma famille vive ici, puis je veux gagner une coupe Stanley ici. Okay. Ça, c'est pas mal son hometown. Hein? Non, je sais, mais juste que déjà que les vétérans parlent de même, j'ai le sentiment qu'il y aura un vrai changement d'atmosphère au niveau de ce team-là. Tous les joueurs qui veulent pas coopérer à cette atmosphère-là, ils vont être échangés. Ils ont tous dit ça en arrivant à Toronto. Ils ont tous dit exactement les paroles que tu as dit. John Tavares en est l'exemple. Excuse-moi, là, c'est l'exemple parfait. Mais est-ce qu'il apporte vraiment quelque chose de positif dans les équipes, ce gars-là? On a vu les Islanders performer depuis qu'il n'est pas là.
c'est bizarre ce qui se passe. Puis, je veux dire, oui, le gars, c'est supposé être un leader, mais le fait que Austin Matthews n'ait pas eu le capitana, puis que ce soit John Tavares, le nouveau venu, qui l'a eu, ça a peut-être joué sa mentalité de justement Matthews, Marner, etc., en voyant une situation qui sont pas priorisées, même si ça fait plus longtemps qu'ils sont là. Oui, je veux dire, t'es plus jeune, mais il méritait-tu vraiment Tavares, là? Pour vrai. Mais tu sais, je veux dire, oui, je pense que Tavares, il le méritait. Oui. C'est un Christy de bon capitaine, mais je veux dire, tu sais, Matthews, Marner, là, j'espère qu'ils ont la maturité d'accepter ça aussi. Hey, Matthews, c'est basic là, devant la police. Là. On peut comprendre, on peut comprendre les livres de pas avoir donné le capitanat. Là. Oui, mais. Bravo, Marquis, d'avoir sorti ça. Là, des conneries, ça arrive à tout le monde, là, tu comprends? Hey, on a tout fait. Mais, non, je comprends, mais les mecs, tu sais, s'ils n'auraient pas fait ça, je pense qu'ils auraient pu avoir le capitanat. Mais tu sais, t'es dans l'organisation des livres, souvent, bon, c'est basic là, puis ça va être notre capitaine. Ouais, ça donne mauvais timing, là, tu sais. Toi, Vincent, c'est quoi qui manque à Maple Leaf d'après toi? Je peux pas vraiment dire, là. C'est un peu comme le Colorado. Je pensais vraiment qu'il y avait une très bonne équipe et qu'ils pouvaient se rendre loin, mais les Maple Leafs, c'était plus leur défensive. Là. Leur défensive est vraiment plus faible, mais... Mais une affaire que je me demande, là, tu sais, l'aspect physique du jeu, tu sais, amener des joueurs physiques pis tout, tu sais, beaucoup de gens pensent que c'est juste, ça va pas te ramener plus de victoires ou quoi, mais en série, je me demande si ça joue quand même, parce que on sait, l'Avalanche, c'est statistiquement l'équipe la moins physique, mais je me demande si ça joue pas, parce que on va se dire, les séries, c'est une autre game, là, bien plus serrée, fermée. Mais c'est sûr, Je me demande vraiment si ça l'a joué au Colorado. Ben Vincent, t'en as vécu des assez gros playoffs, là, I guess, là, dans le 3A pis tout, c'est sûr que ça doit avoir une importance, là. Moi, je suis quand même je suis beaucoup plus jeune. J'imagine peut-être que junior, je vais plus le vivre, mais j'ai pas vraiment vécu de série ou de tournoi où que c'était vraiment deux mondes complètement différents puis que là, tu pouvais plaquer plus, les arbitres étaient plus permissifs. Mais c'est sûr que rendu en série, il faut que tu élèves comme ton jeu d'un cran, il faut que tu t'habitues à la game, il faut que tu sois plus physique. Puis c'est sûr que Colorado, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, il va falloir qu'ils trouvent des solutions. Ouais, c'est ça. Mais c'est justement le but d'une off-season. C'est justement là, on les voit, ils jouent plus. C'est justement le but pour eux autres d'améliorer leur équipe pour qu'elle passe à un prochain niveau. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Là, repêchage d'expansion arrive aussi. Fait qu'ils vont peut-être faire prendre un joueur dans leur équipe. Puis après, repêchage, on va voir. Moi, je pense que aussi une affaire qui manque, où Jake Campbell a été sensationnel. Mais ouais, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord pour les coups. Je suis persuadé qu'il est pas capable de tenir cette cadence-là. On l'a vu à, les GM, là, ils vont prendre des notes dans le corridor, c'est tous des goalers superstars, tu sais. Fait que là, Toronto et YouTubers vont voir ça. Bon, c'est tous des superstars, puis nous autres, on a un Campbell. Campbell, il est fantastique, il a une fantastique année, mais tu sais, c'est pas la grosse superstar d'un net, tu vois. Ouais, mais fait que je me demande s'il pourrait bouger là-dessus. Écoute, Lou Lamoriello, Cal Dubus, c'est deux gars qui sont amis. Lamoriello pense peut-être en la possibilité de trader Semyon Varlamov. Ça me surprendrait pas de le voir c'est vrai, c'est vraiment possible, je pense. Ça dépend du contrat de Varlamov. Toi, Varlamov est 5 millions 2 ans. Il va falloir qu'il move. Il va falloir qu'il move tout le goaler. Parce que là, Anderson, faut que tu move Anderson. Anderson, il s'en va. David Richards, même chose. David Richards, agent libre. Michael Hutchinson va rester AHL, ça ne dérange pas. Puis Jake Campbell, deuxième goaler, t'es toutes. T'es correct. Selon moi, c'est quoi que tu donnes pour avoir Varlamov, c'est une autre question? Écoute, il va peut-être être obligé de donner Timothy Liljegren. Je veux dire, il veut pas le move. Il a rien prouvé, là, Liljegren, là, mais on sait tout, là, c'est un très bon prospect def. Mais, tu sais, pour vrai, si tu fais ça one for one, je pense que c'est gagnant-gagnant.
Ben, là, on va voir, là, comme j'ai dit, les off-season, c'est justement fait pour apporter des changements. J'ai vraiment hâte de voir ça être quoi les moves. C'est vrai. Toronto peut vraiment surprendre là, dans la off-season. Ouais. Ben, écoute... je m'attends quand même à des changements de leur part. Là. Comme je les call, d'après moi, ils passent la première. Ok, on a compris. On verra. Bon, ben, un grand merci. Ben, attends, je vais te laisser finir en fait, parce que c'est la coutume. Merci, Alex. Un grand merci à Vincent là encore. Pour vrai, c'était vraiment intéressant de te parler. Puis au cours de ton parcours, on pourrait peut-être te réinviter juste pour voir comment tu as évolué. Puis tout update. Ça, puis, c'est ça, une petite update là, dans un podcast. Puis pour vrai, t'es vraiment nice. Puis tout. Puis c'était vraiment plaisant de te parler, d'un peu de ta jeune carrière encore. Puis je te souhaite la meilleure des chances là, dans ton futur. Puis félicitations encore une fois pour ton draft, c'est vraiment exceptionnel. C'est parfait, ça va me faire plaisir de revenir si vous voulez. Puis non, c'est vraiment très le fun, c'est super chill comme on dit votre podcast, bien étendu. Puis c'était vraiment super le fun. Donc merci à vous de m'avoir écouté. Merci à toi. Bonne chance. Bonne chance, Vincent. Bonne chance à Bécomo. Un gros merci, Vincent.